a régulièrement discuté. Mais Ven, je suis très con. Je viens de voir que tu as démarré l'enregistrement alors que ça fait 10 minutes que nous discutons. Et bien alors, Quentin, et alors, après une journée de travail en même temps, on ne peut pas avoir les idées. Les gars, bon, pour vous, ça commence. En vrai, tu viens de voir mes veines m'engueuler pour comment. Alors, putain, alors, Non, non, excusez-moi, nous ça restons. arrive. C'est un meilleur début. C'est un meilleur début. Je vais te le refaire rapidement parce que je l'ai déjà fait une fois et que ça me gave. D'accord? Pour la première fois sur cette chaîne, j'interviewe quelqu'un que je connais déjà d'avant, qui est un ami un petit peu dans le monde de la magie, qui est très très talentueux, qui est jeune en fait, tu n'as que 2 ans de plus que moi, tu as 26 ans et j'en ai 24 du coup, si tu n'es pas trop mauvais en maths derrière ton écran. Et cette personne qui est là, en face de vous, est déjà l'auteur d'un livre, d'un téléchargement et d'un triple DVD. Mais ça, c'est seulement les choses qu'il a publiées. Il se trouve qu'il a beaucoup de choses sous son pied, qu'il a sous son coude aussi. C'est comme tu veux, en fait. Ouais, tu as raison. Et nous sommes avec Méven Dumontier, mesdames et messieurs. Rebonjour, Méven. Rebonjour Quentin, rebonjour à toi, rebonjour à tous. Et je salue mon futur moi, du coup, qui regardera cette interview. Quand on l'a dit? Mois d'avril, mai? Ouais, un truc comme ça. Alors, Méven, écoute, parce que c'est une question que je ne t'ai pas encore posée, est-ce que tu pourrais Ouais. peut-être te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas et qui viennent voir cette interview? Alors, on va faire rapide, puisqu'on saura le reste, à mon avis, au fur et à mesure du déroulement de l'interview. Je Carrément. m'appelle donc Mélène Dumontier, comme tu l'as dit, j'ai 26 ans, je suis breton, et donc je ne suis pas un magicien professionnel, je suis un amateur depuis maintenant 15 ans. Ça fait 15 ans que je fais de la magie. Enfin, 15, ça doit être 13, 14, je ne compte plus. Je compte plus mon amour pour la magie des cartes, en tout cas, puisque je suis cartomane à 95%, je fais principalement des cartes. Voilà. Hmm. Je m'arrête là, on verra le reste après. Et donc, je te posais la question, donc, en te disant, mais tu es le premier non professionnel que j'interviewe sur cette chaîne. Tu vois comme on réentit vite là où on en était juste avant. Oui, c'est Euh, vrai. Tu es le premier non professionnel qui vient sur cette chaîne. Et c'est donc une volonté de ta part de ne pas être professionnel. Raconte-nous. C'est une volonté parce que pour moi, la magie, c'est une passion déjà. Attention, je ne dis pas que pour ceux qui en vivent, c'est pas une passion. Attention, je parle pour moi et c'est vraiment pour expliquer pourquoi. J'ai pas envie que ce que je fais sur mon temps libre par amour devienne quelque chose de contraignant. Je sais que tu as fait une interview avec l'ami Philippe Molina, avec qui j'ai pu collaborer pour le triple co-DVD, par exemple. On a déjà eu cette discussion plusieurs fois et lui, il a la même vision que moi, mais plutôt côté magie professionnelle. C'est-à-dire que lui, il le voit plutôt comme une liberté de faire de la magie sur son temps de travail, entre guillemets, de faire de la magie tout le temps. Et moi, je le ressens un peu plus comme une contrainte. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de me dire, tiens, samedi, je serai obligé de faire de la magie pour le baptême de X personnes parce que j'ai signé un contrat. Aujourd'hui, je suis un magicien amateur. Si j'ai pas envie de faire de la magie pendant 2 mois, ben, je n'en fais pas. Ça arrive rarement, mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas. Je ressens pas l'obligation. Et j'aime pas cette obligation-là. Par exemple, j'adore cuisiner, je cuisine beaucoup, mais je ne me verrai pas faire 300 couverts, 2 services, 2 fois par jour, pardon, pour une terrasse entière, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Donc j'ai envie de le faire parce que j'ai envie d'inviter des amis, parce que j'ai de la famille qui vient, ou pour une raison particulière, ou même pour moi, par exemple, faire manger. Donc c'est le même parallèle finalement. C'est comme ça que je le vis. Je ne dis pas que je ne deviendrai pas professionnel, mais aujourd'hui, je ne ressens pas ce besoin d'en faire un métier. Je suis content d'avoir le travail que j'ai à côté. Est-ce que quand même tu te défoules sur du public régulièrement? Est-ce que tu t'es déjà défoulé sur du public comme un magicien professionnel pourrait l'entendre, c'est-à-dire en faisant une prestation, ou ça a toujours été au détour d'un verre, au détour d'une soirée que tu as fait ça? J'ai fait très peu de contrats dits professionnels, dans le sens où on m'a appelé, on a fait un contrat, je suis venu, j'ai fait de la magie à 50 tables. Enfin, 50 c'est beaucoup, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Très fort, Méven. J'en ai rarement fait déjà parce que je suis amateur, donc je laisse la place à ceux qui en vivent. Je sais pas à moi d'aller travailler, d'aller piquer entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais le travail de ceux qui auraient pu avoir ce contrat. Mais ça m'est évidemment arrivé en 15 ans.
mais ce n'est pas la majorité. Comme tu l'as dit, ça m'arrive régulièrement de faire de la magie autour d'un verre. J'adore provoquer la magie aussi, hein. Quand on est dans un bar, on sort son jeu, puis on va voir des tables, on rencontre des gens. C'est un super outil pour rencontrer n'importe qui finalement, hein. Alors là, bon, ça m'arrive aussi de me balader dans les parcs, d'aller voir des gens. Alors actuellement, la situation ne le permet pas, mais voilà, c'est plutôt comme ça que je travaille. Je n'ai jamais travaillé toutes les semaines sur un mariage, un baptême, ou dans un restaurant, par exemple. Alors si j'ai travaillé en restauration pendant une saison, j'ai fait les saisons en Bretagne il y a quoi, il y a à peu près, je dirais 7 ans. Et donc là, le propriétaire m'avait dit, on vous embauche, et puis dans le contrat, on marquera que les week-ends, le soir où il n'y a pas trop de monde, vous pourriez potentiellement faire de la magie. Donc, quand l'équipe n'était pas sous l'eau, submergée de clients, ça m'arrivait de m'absenter 1 heure ou 2, faire de la magie dans le restaurant. Voilà, c'était plus pour le plaisir. Mais voilà, j'ai jamais, pour te répondre, c'est pas quelque chose que j'ai fait régulièrement. Et alors, c'est intéressant ce que tu as dit juste avant. La magie, tu aimes la provoquer. Ça se provoque, ça se provoque la magie? Est-ce que c'est toi qui aime aller... C'est peut-être un peu violent de dire ça, mais tu vas comprendre l'idée. C'est pas ce que je veux dire, mais tu vas comprendre l'idée. Qui va l'imposer aux gens qui sont en face de toi, ou est-ce que tu aimes la provoquer, disons, dans un moment d'inattention? Tu vas peut-être préparer quelque chose sur le côté, et puis il y a un effet magique qui va pop-up à un moment donné sans qu'on s'y attende, et ça va te permettre de réenquiller derrière, ou pas du tout d'ailleurs. Qu'est-ce que tu entends par tu aimes provoquer la magie? Je ne travaille pas du tout. Il y a beaucoup de gens, je sais, comme tu viens de dire, là, beaucoup de professionnels ou même d'amateurs peut-être provoquent la magie dans le sens où ils arrivent à une table avec un portefeuille en feu, ça attire l'œil, ils font sortir une bouteille et puis les gens sont attirés et puis hop, ils sont rentrés à la table et puis ils font de la magie. Je sais que c'est une méthode de certains, d'autres ont une méthode un peu plus, je dirais pas introvertie, mais moins directe. Moi, j'aime pas faire cette provocation-là que tu viens de dire. Quand je dis provoquer, c'est, mais on a une passion unique quand même, une passion qu'on ne rencontre pas partout. Et ça ne se voit pas sur le visage quand quelqu'un est magicien. On n'a pas tendance à dire, tiens, lui, il fait de la magie. Donc, le fait quand je dis provoquer, c'est aller vers les gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aller voir les gens, à proposer. D'autres ne vont pas vouloir la magie, ça peut arriver. Il faut respecter ça, il ne faut pas insister, selon moi. Par exemple, moi, je n'aime pas le table à table. J'aime pas le table à table, par exemple, parce que lorsque je suis au restaurant, il m'est arrivé d'avoir des magiciens qui viennent faire des tours de magie à ma table. Et j'avoue que j'apprécie pas trop. Alors, je ne refuse pas, parce que je connais le métier, puis par courtoisie, on dit oui, puis je sais que d'autres personnes veulent le voir. Mais moi, quand je suis à une table, eh bien, j'aime bien manger. On est 1 heure et demie avec des copains, avec la famille, on est là pour échanger. Ça se trouve, on ne nous a pas vus depuis des mois. Et j'aime bien manger, comme je vais dire. Et donc, j'aime bien ce moment du repas qui est très convivial. Et je trouve que voir un tour de magie, je sais que Jean-Pierre Valarino n'est pas non plus un grand fan de ça. Il dit souvent d'ailleurs, je ne veux pas déformer ses mots, mais il dit ouais, faire un tour de carte entre deux parts de pizza, bon, c'est pas forcément ce qui met le plus en avant notre art. Je trouve, attention, je mets des grosses nuances dans ce que je dis parce que je connais des gens qui font du table à table et je suis incapable de faire ce qu'ils font et c'est formidable ce qu'ils font, attention. Hein. Mais c'est pas ma tasse de thé. Donc j'ai du mal à aller vers les gens lorsqu'ils mangent. Par contre, quand ils sont au bar avec un verre, bon, c'est un peu plus convivial, on s'assoit. Ou alors ils nous voient au loin avec des cartes et les amis, bon, ils se demandent, ils posent des questions. Mais j'aime bien provoquer, j'aime bien quand même aller vers les gens. À l'inverse, j'adore travailler comme bébel, c'est-à-dire me mettre à une table tout seul avec un tapis, et puis on est tout seul et les gens viennent vers toi. Pour moi, c'est une sorte de provocation quand même. On ne va pas vers les gens directement, mais on se met quand même en lumière en restant seul. On est quand même seul à une table avec des cartes. C'est une forme de provocation dans le sens où les gens veulent voir que fait cet homme. Et du coup, les gens s'approchent ou regardent du regard et puis on les invite et puis on est parti pour 15, 20, 1 heure, 2 heures de magie avec eux. C'est hyper intéressant. Moi, ça m'est arrivé très régulièrement parce que je faisais mes études près de Rennes à Laval, de le faire dans un bar à thé. J'allais souvent dans un bar à thé tout seul, passer l'après-midi, et je me mettais tout seul à une table, et donc les clients passaient, ils me voyaient, tiens, ils discutent ça. Et puis ils s'assoient, on boit un thé ensemble. J'aime bien cette forme de provocation un peu douce finalement, c'est-à-dire qu'on les invite, mais ils viennent s'ils veulent. Et c'est ça que j'adore dans la méthode de Bébel, ma phrase est mal formulée. Ce que j'aime dans cette façon de faire, c'est qu'elle est complètement à l'opposé, je trouve, attention, de ce qu'on fait en table à table. C'est quand on est à une table, le plus dur, quand on veut rentrer à une table, le plus dur, c'est d'y rentrer, de se faire accepter alors que les gens sont à table entre deux plats.
plus dur, c'est d'être accepté, de faire de la magie. Par contre, il est facile de partir, parce qu'on est tout seul debout, les autres sont assis. Quand on a fini le tour, on dit voilà, bon appétit, on passe à autre chose. À l'autre sens, quand on est au travail ou d'autres à sa façon, entre guillemets, c'est beaucoup plus compliqué. Eh ben, c'est pas compliqué de faire venir les gens dans le sens où, parce que nous, on fait rien, ceux qui s'approchent, et puis on est parti. Ceux qui veulent, ils viennent, donc c'est facile. Ceux qui veulent, ils viennent. C'est facile. Par contre, c'est compliqué de leur dire, bon, bah, là, c'est le dernier, vous pouvez vous, allez, on a fini, là, ça fait 2 heures que vous êtes là, vous allez retenir bientôt. La méthode est différente, l'approche est différente, mais j'apprécie cette forme de provocation. Et voilà, pour te répondre, je ne travaille pas non comme certains en faisant des flammes entre deux tables pour attirer l'œil du regard. C'est une méthode comme une autre qui fonctionne bien, hein, c'est sûr. C'est vrai, c'est assez juste parce que je me suis dit, pour moi, il y a un style particulier. Je veux dire, tu as une manière d'approcher les choses qui, pour moi, en le voyant, je me dis, c'est du Méven, quoi. Et je me suis dit, mais comment je définis ça? Comment est-ce que... parce que je me suis dit, tu as une manière de toucher les cartes qui est plutôt élégante, tu as un style sur toi, en général, qui est plutôt élégant aussi, et tout. Et en même temps, c'est pas pédant du tout, c'est pas du tout arrogant. Et en fait, tu l'as dit, c'est convivial. C'est convivial. Et j'ai l'impression que c'est important, en fait, pour définir la manière dont tu abordes la magie, la manière dont tu la vois. Peut-être, enfin, tu es très convivial de magicien à magicien, mais c'est peut-être pas le sujet que j'ai envie d'aborder là. Avec les gens, avec les moldus, comme on aime les appeler, la convivialité, c'est important pour toi dans cette manière d'approcher la magie, peut-être. Est-ce que tu as l'impression que c'est le bon moyen pour peut-être mieux aborder ou démystifier ou faire descendre de son piédestal la magie telle qu'elle peut peut-être l'être aujourd'hui d'une manière un petit peu prétentieuse ou pas? Eh bien, oui, ta dernière phrase, elle est, selon moi, elle est juste. Je trouve qu'on est trop de magiciens à se prendre la tête, déjà de base. Je pense je vais faire deux parallèles. Je pense qu'on est beaucoup de magiciens à, à se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Mais attention, c'est important dans le sens, c'est important dans notre passion. On se fait passer pour magicien, on fait des illusions, on fait des choses. Donc ça, c'est important. Mais il y a beaucoup de magiciens qui se prennent pour des psychologues, des voyants, des mentalistes, des vrais mentalistes que j'entends qui lisent vraiment le non-verbal. Et je pense qu'on va des fois un peu trop loin, parce que c'est facile en tant que magicien de se faire passer pour un tricheur également, pour des choses de gens qu'on n'est pas vraiment finalement. Enfin, moi, je connais la psychologie de mon art, mais je serais incapable de faire une psychanalyse à quelqu'un. J'ai rencontré des magiciens qui étaient persuadés qu'ils avaient été bac plus 5 en psychologie. Et ça, je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire qu'on véhicule des fois une image qui n'est pas, à mon avis, celle que les gens attendent d'un magicien. Et qui ça, c'est rend pas nécessairement service non plus. Hein. Comment tu dis? Et qui ne rend pas nécessairement service non plus. Quoi. Et qui ne rend pas nécessairement service. Alors, je connais aussi des gens qui font du mentalisme et du mentalisme en termes de précipitation, et qui, à la fin de leur spectacle, rencontrent des gens qui leur disent bah, vous m'avez aidé et tout. Donc, ça, je trouve ça très bien. Je ne juge pas ce que ça peut apporter, mais je dis juste que dans ma façon de faire, je ne me présente jamais comme un vrai tricheur, jamais comme un psychologue, comme un voyant. Moi, je suis quelqu'un qui est là, et là où je vais répondre à ta question, qui est là pour vous faire passer un bon moment, un moment qui est certes peut-être court, mais un moment de détente, comme disent les Anglais, de l'entertaining, finalement. C'est du divertissement. On est là pour faire du divertissement. Donc, je sais que certaines personnes font aussi passer beaucoup de messages à travers leur magie. Je ne juge pas ça non plus. C'est intéressant de faire passer un message, mais est-ce que c'est vraiment notre rôle? Est-ce qu'on est là pour faire de la philosophie, pour faire de la politique, pour faire... Je ne suis pas certain. Je pense que c'est un outil. Attention, c'est un très bel outil qui peut amener vraiment des très beaux messages et faire passer des choses très fortes, qui peut aider beaucoup de gens, parce qu'on a, encore une fois, quand même ces notions psychologiques, de gestion du public, de gestion de l'émotion, de l'illusion, qui apportent vraiment quelque chose de grand dans notre art. Mais est-ce que c'est vraiment, dans le fond, notre rôle? Je ne pense pas. Donc moi, quand je fais de la magie à quelqu'un, mon premier but, c'est de le divertir et de passer un bon moment. Après, certes, j'ai des tours où je fais passer des messages, où j'essaye, en tout cas, de montrer quelque chose, de montrer, je ne sais pas moi, je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Mais ce n'est pas mon rôle premier. Et pour te répondre, j'essaye d'être convivial. Par contre,
je suis amateur, comme je l'ai dit, et je n'hésite pas à refuser de faire un tour de magie si je n'ai pas envie de le faire. Je fais de la magie pour mon plaisir. Je ne fais pas de la magie sous contrainte. C'est-à-dire, si je suis en soirée avec des copains et que ça arrive des fois, des copains disent tu ne ferais pas un tour? Je leur dis non, je n'ai pas envie. Donc, je ne fais pas de tour. Voilà. Je fais parce que je trouve encore une fois que si je fais de la magie sous contrainte, je ne serais pas aussi convaincant que si je l'avais fait par plaisir ou par envie. Et donc, ça se ressent. Quand j'ai commencé la magie il y a 15 ans, j'ai écrit un message à Bernard Pisse. Je me rappelle très bien. J'ai commencé la magie, puis je voulais faire que de la carte magie, parce que j'aime bien la carte magie. On m'avait dit non, il faut aussi que tu fasses autre chose. Parce qu'un magicien, ça se diversifie. Quand on est professionnel, c'est ce qui se dit. Je répète ce qu'on m'a dit, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça se diversifie. Un magicien est censé savoir faire de la magie des cordes, des pièces, du mentalisme, des gobelets, j'en passe. Et moi, je n'avais pas envie, j'avais qu'à s'intéresser. J'avais écrit à Bernard qui m'avait dit, peu importe, tant que tu fais quelque chose qui te plaît, que tu arrives à communiquer ce plaisir aux gens, tu pourras en faire pendant des heures. Et je trouve qu'il a raison. C'est passionnant d'écouter des gens qui sont passionnés. Mais sur n'importe quel sujet, vous prenez n'importe qui, vous lui demandez de vous raconter sa passion, généralement, mais tu écoutes attentivement, c'est passionnant. Mais c'est pareil, je ne vais pas faire de la magie sous contrainte, parce que je ne vais pas savoir le vendre. Les thématiques en cartomagie, je n'aime pas. Je n'aime pas la thématique du bonto, de la bonto, je n'aime pas la thématique de l'huile et l'eau, et j'aime pas parce que je sens pas, j'arrive pas à le vendre. C'est pareil, il faut que j'arrive à me vendre. Donc oui, j'essaie d'être convivial, j'essaie de le faire avec plaisir. Et tu disais, en fait, je sais parler correctement, utiliser des mots qui sont pas forcément, des mots qui sont soutenus. Je saurais faire le gars un peu hautain, prétentieux pendant un tour de magie. J'ai déjà essayé d'ailleurs de tester ça, de faire pendant 6 mois vraiment le mec un peu pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et à contrario, j'avais lu un article qui disait que les gens qui étaient de temps en temps vulgaires, de temps en temps, quand c'est bien placé, on les écoute mieux et apparemment, on aurait tendance à un peu plus les croire. Alors, il faut savoir que ça, je l'utilise aussi dans le milieu professionnel. Ça m'arrive des fois de lâcher un petit mot comme ça. Du coup, ça, tac, on dit, ah putain, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Oui, écoute ce qu'il dit. Ça. Et du coup, les gens écoutent. Et du coup, j'ai essayé à contrario, j'ai essayé des choses en magie pendant 6 mois, un peu plus à la mode, je sais pas moi, un peu plus vulgaire. Et en effet, ça apporte d'autres choses. C'est différent. Encore une fois, je ne juge pas chacun apporte le personnage qu'il a envie et fait vivre le moment qu'il a envie à son public. Certains font de la magie bizarre, d'autres font de la voyance vraiment comme s'ils étaient vraiment voyants, donc ça apporte encore d'autres dimensions, d'autres font. Voilà, chacun fait un peu ce qu'il a envie. Moi, je pense qu'on a passé un bon moment. Voilà, ça me semble être quelque chose de primordial, ce que tu es en train de dire et ce que tu as dit là, et surtout primordial pour les quelques personnes qui pourraient regarder cette interview et qui commencent la magie. Il y a quelque chose qui est, quand on commence, qui est à un moment donné où on a un peu l'impression d'être la bête de foire de tout le monde parce qu'on vient de commencer à faire de la magie et ce qui est vrai, en fait. Vous allez devenir une bête de foire, ce n'est pas une impression. Et en même temps, toi, tu as l'engouement du débutant en te disant, eh ben, je vais faire de la magie, et puis je connais tous les tours, enfin, et voilà, j'y vais, et c'est trop bien. Mais tu es dans avec toute l'humilité et le droit que j'ai de dire ça, c'est-à-dire très peu, tu as le droit de te respecter, de simplement dire, bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie, c'est pas OK pour moi de faire de la magie. Voilà, c'est juste une petite parenthèse que je fais pour les quelques personnes qui regardent ça. Et je pense que Meven est d'accord, mais complètement. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter, parce que j'écoute plein de podcasts différents, pas forcément de la magie, j'aime bien écouter des podcasts quand je fais autre chose. Et il y en a un que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps, bon, il y en a plusieurs, mais c'est Un bon moment. Je ne sais pas si tu connais au Kian moment, Kojandi. génial. Bref, il a fait des podcasts sur YouTube, ça s'appelle Un bon moment, il y en a plein. Il y en a un, et il y avait une comédienne, une comique, on va dire, plutôt, qui fait du spectacle, du one-man show, qui avait la même réflexion que nous, là, on vient d'avoir actuellement là en magie. Elle disait, quand j'ai commencé à faire du stand-up, quand elle arrivait dans un groupe d'amis ou de famille, elle se sentait obligée d'amuser la galerie parce que c'était son métier. Mais c'est le même système, évidemment, on se sent obligé de répondre oui, de faire de la magie parce qu'on est celui qui est le magicien. Là, elle se sentait obligé d'être drôle, de faire des blagues. Et donc, je pense qu'il faut savoir mettre des frontières et t'as pas envie, tu fais pas. Bon, voilà, on va. Et peut-être que c'est corrélé avec le fait que ça fait partie de ces métiers où ça semble normal et ça semble être un dû
de quand tu es magicien, quand tu es humoriste, de devoir faire de la magie, parce que c'est quelque chose qui, bah, tu l'apprends tout seul chez toi, dire voilà, tu peux en faire, c'est bon, tranquille. Non, pas nécessairement. Tu as le droit d'avoir, il y a le droit d'avoir du respect pour ton temps aussi, pour tes envies, voilà. Je pense que c'est important de dire ça. Et, et on a une passion qui est d'autant plus mystique. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte finalement du travail qu'il y a derrière, des choses qu'il y a à apprendre, parce que un tour de magie, c'est censé être sans encombre, c'est censé être fluide, lisse, ça se passe bien. Pour les gens, on fait choisir une carte, on la retrouve, c'est fini. Ils ne se rendent pas compte du chemin qu'on prend qui est complètement différent en réalité, de tout ce qu'il y a autour, de la mise en scène, de la répétition. Et ça m'arrive régulièrement que des gens que je rencontre me disent, mais comment vous travaillez et ils ont du mal à imaginer que je travaille tout seul. Ils se disent, mais comment vous faites un tour de magie tout seul? Mais en effet, c'est à juste titre, hein, je ne les juge pas, parce qu'ils ne connaissent pas notre art, et heureusement d'ailleurs, en un sens, heureusement en un sens. Mais voilà, comme tu dis, bah, pour eux, ça semble facile, ça semble choses qui n'usent pas de capacités particulières, qui sont, tu choisis une carte et puis tu vas voir, ça va fonctionner tout seul. Mais non, derrière, il y a beaucoup de choses à mettre en place, comme ceux qui font du one-man show ou un musicien. Et derrière, il y a un travail monstre et ça ne se fait pas aussi facilement qu'un claquement de doigts, finalement. Eh ben, tu sais quoi? J'ai envie de te poser la même question que les gens qui te la posent, mais Ven, comment tu travailles? En fait, j'adore. C'est une question un peu vaste quand même. Il y a plein de choses Oui, qui me viennent oui. en. Je vais essayer de résumer plus ou moins ma pensée là, qui me vient comme ça, parce que sinon on pourrait parler pendant des heures. En fait, en 15 ans, j'ai quand même changé différemment plusieurs fois de méthode de travail, parce que je pense qu'il faut quand même apprendre à se connaître avant de faire quoi que ce soit. Euh, on dit toujours qu'il faut apprendre à se connaître avant d'apprendre à connaître les autres. Et je pense que c'est exactement ça en magie, parce que si on n'arrive pas à trouver sa manière de travailler, déjà, c'est compliqué. Comment je travaille Il y a un truc que j'adore faire. Euh, J'adore travailler avec l'échec. Je trouve qu'en France, on ne valorise pas suffisamment l'échec. On est à l'école et on te compare tout de suite avec celui qui est ton voisin. On te dit il faut faire mieux. On te met une note, on te dit bah, c'est mauvais. Et on ne t'apprend pas à rater. Et ça, moi, je trouve très mauvais. C'est-à-dire que je trouve qu'un échec, c'est quelque chose qui est, d'ailleurs, le terme échec ne me plaît pas, mais qui devrait être valorisé. On devrait apprendre quelque chose avec. Quand on rate à l'école, on te dit bah, réapprends ta leçon. On ne te dit pas ok, bon, écoute, on va prendre le temps, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, comment on fait. Bon, je me rends bien compte, s'il y a des profs qui nous regardent, que c'est compliqué de faire ça quand on a une classe de 35 élèves. Je prends juste l'exemple de l'éducation nationale pour montrer qu'on a tendance à dévaloriser l'échec. Pourquoi je dis ça? Parce que j'adore travailler d'une manière qui est, je me dis, tiens, je vais travailler sur un sujet, je vais le travailler à fond, je fais exactement la même chose en cuisine. Quand je dis que je vais le travailler à fond, je vais me renseigner beaucoup dessus. Par contre, la fois où je vais faire quelque chose, eh bien, je vais essayer de le faire, mais un peu moins bien, pour voir un peu. Je prends un exemple, c'est un peu compliqué à expliquer. Je prends l'exemple de la tarte au citron. C'est pareil avec un tour. Une tarte au citron, je me suis beaucoup renseigné dessus avant de savoir faire une tarte au citron. Il existe 10 millions de versions différentes. Bref, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, tiens, c'est celle-là que je veux essayer parce qu'elle a l'air vraiment bonne. Elle a eu le meilleur prix à Paris. Je me dis, tiens, ça, c'est bon. Mais quand tu commences comme ça, tu n'apprends pas à conduire en Lamborghini. Donc, je me suis dit, tiens, ce que je vais faire, c'est que bah, pour la première que je vais tester, je vais aller sur Marmiton, je vais prendre la première recette de choix. Et c'est ça que j'ai fait. Après, j'ai changé un paramètre. Et j'ai changé encore un paramètre jusqu'à arriver à la tarte citron que je voulais. Et je fais la même chose en magie. En magie, il est important, selon moi, d'essayer le tour qu'on lit quelque part. Dans un livre, quand tu lis un livre, il y a une explication. On a toujours tendance à se dire, ah, mais moi, je ne ferais pas ça comme ça. Non, mais essaye de voir déjà pourquoi lui, l'auteur, un livre ou un DVD ou autre, pourquoi l'auteur, lui, il a décidé de choisir cette technique-là. Essaye le tour comme ça, et puis si ça ne marche pas, mais il y a du spectateur partout dans le monde entier, tu testeras après. Ce n'est pas la première fois qu'il faut que ça soit au top niveau. Quoi. Et je reviens au one-man show, ils font du rodage. Avant qu'on les films en DVD là, et qu'ils fassent leur tournée, ben, ceux qui font le one-man show, ils vont dans des petits bars clandestins à droite à gauche, là, et puis ils testent, et puis ça rate, ça y reteste, ils refonctionnent. Et c'est important. Je pense qu'on a tendance à ne pas vouloir se roder. On a tendance à ne pas voir. Je prends un autre exemple. Je sais plus, j'avais fait une conférence, je crois que c'était à Toulouse, et puis quelqu'un vient me faire un tour. Enfin, à la fin de la conférence, il me dit Ben, est-ce que je peux te faire un tour? Je dis bah oui, vas-y, pas de problème, fais-moi un tour. Il me fait son tour, et puis son tour, il rate. Je sais pas, j'ai pas la prétention d'être quelqu'un de bon, mais
Bah, il m'a dit, bah, j'ai la pression, on voyait qu'il tremblait un peu. Et je dis, mais c'est pas grave. Il m'a dit, ça a raté et bizarrement, chez moi, ça marche. Mais je dis, mais le problème, c'est que chez toi, tu as dû apprendre que à le réussir. Tu n'as jamais appris à rater le tour. On a beaucoup de magiciens à apprendre un tour, mais à apprendre à comment un tour fonctionne finalement. Hmm. On n'apprend pas à rater un tour. Je prends souvent l'exemple de la PAF, la patrouille de l'armée française, là, qui font leur super figure et tout. Et en fait, ils ont l'habitude, eux, de se mettre sur une chaise et de visualiser. Ils s'imaginent dans l'avion et ils se mettent comme ils sont dans le ciel. Les chaises sont en position comme dans le ciel. Là, il y a le leader qui est devant. Tout pareil, ils sont sur une chaise, ils ferment les yeux, ils s'imaginent dans l'avion, tac, tac, et puis ils se disent, tiens, là, ça merde, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, parce qu'un avion, ça va vite. Hein. T'as pas une demi-seconde pour prendre une décision. Donc, ils s'entraînent. Mais la magie, c'est pareil. Tu fais choisir une carte, tu la repères selon le procédé du livre. C'est d'accord? Tu dis, le livre dit, bah, faut faire un mélange français. Bon, bah, chez toi, tu te dis, ouais, mais si je perds la carte, si je la perds vraiment, je ne dis pas que les magiciens ne les perdent pas, attention. Les magiciens m'auront compris. Mais si tu la perds vraiment la carte, tu te dis, ah, mais comment je fais? Mais si tu te poses cette question en direct devant le public, bah, tu as l'air d'un con. Par contre, si tu as eu l'idée de te poser la question chez toi avant, de voir où c'est qu'il y avait des failles dans ta technique, et de te dire, OK, là, ça peut rater, comment je fais si ça rate? Voilà. Et c'est comme ça que je travaille. Je me dis, comment ça fait? Bah, j'ai pas toujours la réponse, mais c'est une manière de travailler. Et c'est une manière aussi de créer, d'ailleurs, de travailler par l'échec. Parce qu'on trouve des idées, on trouve des manières différentes de faire, d'aborder le sujet, de présenter. Si le spectateur me dit, est-ce que je peux mélanger? Bah, quand tu es débutant, Compliqué. et quand un spectateur te dit ça, tes spectateur il fait ben non, tu mélanges pas parce que non, ben, tu te poses chez toi avant, tu dis ok, si le spectateur me pose cette question, qu'est-ce que je réponds? Et ainsi de suite. Je pense que c'est hyper important de travailler comme ça, de travailler par l'échec finalement, parce que sinon ben, on sort dehors et puis en fait c'est juste réciter un tour, mais on ne sait pas réaliser un tour. Alors, j'ai la sensation que dans ce que tu dis, dans cette façon de procéder là, je pense au débutant qui va rater son tour ou qui peut-être ne va pas se poser la question. Il est nécessaire d'avoir quand même un bagage technique suffisant qui va te permettre d'avoir une valise passe-partout pour, si jamais ça foire, on peut faire ça, ça peut rebondir là-dessus et tout. Et ça me fait penser à une phrase que tu as dit qui me hante depuis quelques années, qui est que pour toi, la technique est une passion au sein de ta passion. Euh, tu as dit ça, même, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais tu l'as dit en tout cas. Je le dis souvent, ouais. Voilà, la technique est une passion au sein de la passion. Est-ce que, alors, parce que c'est encore différent, ce point de vue-là, j'entends. Parce que si vraiment ton kiff, c'est d'apprendre des techniques, ce qui n'est pas le mien, par exemple, moi, je ne suis pas dans cette boulimie technique-là, tu vois. Euh, comment est-ce que... je cherche une bonne manière de formuler cette question. Euh, Arriver à un certain niveau, euh, sans avoir de grandes prétentions ou quoi que ce soit, arriver à un certain niveau, c'est tout de suite plus facile parce que tu as à peu près l'ensemble des techniques de base qui te permettent de te faufiler un peu partout sans trop de problèmes. Et puis tu arrives au moment donné où bah, ces techniques-là te suffisent, tu es en mesure de faire ce qu'il faut, mais en même temps, si tu as envie d'aller plus loin, et ben, il va falloir commencer à aller te chercher les crampes aux doigts. Euh, Comment est-ce que toi, tu t'es dit à un moment donné, ce que je sais techniquement, ça me va, mais j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a il y a eu un vrai palier ou est-ce que ça a continué de A à Z? En fait, tu t'es jamais arrêté d'apprendre comme ça et tu te dis bon bah on continue, on continue, on continue, on apprend cet empalmage-là, ceci, cela. Comment est-ce que tu abordes la technique aujourd'hui et comment est-ce que tu pourrais faire aborder la technique à quelqu'un qui commence la magie, par exemple? C'est peut-être un peu vaste, mais tu as peut-être compris l'idée. Alors, je vais essayer de répondre en plusieurs morceaux. Pour commencer la magie, il y a des bases. Là, des bases. C'est comme la musique, il y a des bases à apprendre, renseignez-vous. Je cite souvent l'ABC de la cartomagie de Philippe Molina, qui est excellent. C'est une bonne base. Avec ça, vous pouvez déjà aller très très loin. Vous pouvez faire le tour du monde, vous pouvez devenir professionnel. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller dans l'extrême pour les bases. Ça vous suffira à créer, à intervenir en public. Je parle de base technique, mais aussi psychologique, de mise en scène, c'est important, de gestion du public, et des bases à apprendre, tout ça.
mais les bases suffisent finalement à émerveiller un public. Pas besoin de savoir faire 10 millions de techniques pour, se faire plaisir finalement. Donc pour répondre au fond de ta question, comment j'ai eu le déclic et comment j'apprends une technique, la réponse elle est simple, je le fais par envie, par plaisir. Je me rappelle d'une question qu'on m'avait posée également en conférence, un petit jeune à la pause qui avait un professeur, et il me disait que son professeur voulait lui apprendre le chapelet, et que lui, il n'avait pas vraiment envie. Et donc le chapelet, non, les magiciens qui nous regardent comprendront, mais c'est quelque chose C'est laborieux. d'assez laborieux, d'assez contraignant au début. Une fois qu'on l'a, c'est une technique formidable. D'ailleurs, Philippe explique que le chapelet, c'est une technique comme une autre. Finalement, il a entièrement raison. C'est une technique comme une autre. Une technique mathématique, c'est une technique comme une autre. Quand on parle de technique, souvent, on pense casse-doigt. C'est une partie de la technique. Oui. Il me dit, voilà, mais il me dit, j'ai pas envie d'apprendre. Je dis, bah, si t'as pas envie, tu ne fais pas. Tu fais pas une passion à contre-cœur. Tu fais une passion, je veux pas envie. Par contre, c'est intéressant de savoir que ça existe. Moi, je ne connais aucun chapelet, mais je sais que ça existe. Je connais les noms principaux, les auteurs principaux, et si j'ai envie d'apprendre, je sais où aller chercher. Mais je n'ai pas envie d'apprendre, donc je n'ai pas appris de chapelet. Et donc, je vais apprendre une technique parce que j'ai envie de l'apprendre. Tu as parlé d'empalmage, tu as parlé des comptages, j'adore le filage, enfin, beaucoup de choses qui sont excellentes. Et j'apprends, donc, si je vois une technique, je dis, putain, ça c'est pas mal, ça, je vais l'apprendre. Mais le trois quarts des techniques que je connais, sans prétention, eh ben, je ne les utilise pas. J'utilise un quart des techniques en public. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire régulièrement que pour moi, la technique, c'est une passion au sein de la passion, parce que pour moi, il faut différencier les deux. Et je n'avais pas ce discours-là au début. C'est en discutant avec plein de gens que j'ai compris finalement que la technique, c'était pas une fin. C'était pas une fin en soi. La technique ardue. Là, quand je dis ça, je parle de technique vraiment casse-doigt. C'est pas une fin. On m'avait dit oui, fais pas de trucs trop casse-doigt en public et tout. Bon, encore, j'aime pas ce genre de directive. Tu fais ce que tu as envie. On arrive de faire des trucs casse-doigt parce que, encore une fois, j'en ai envie. Mais c'est vrai qu'en public, j'essaie de faire des choses qui sont quand même relativement réalisables dans différentes situations, dans différents états. J'arrive également, après 2-3 verres, à faire de la magie. J'y pense également, c'est partie de mon analyse de l'échec. D'ailleurs, je parlais de l'échec, mais ça m'arrive de me dire, voilà, si je suis à une table dans un bar avec un jeu de cartes de Crédit Agricole là, qui est bien corné de partout, collant, plein de bière, et que moi en plus j'ai bu 4 whisky derrière, comment je me fais ce tour? Ça m'arrive de me poser régulièrement ces questions. Ça fait partie de l'échec qui est possible, donc j'essaie d'anticiper. Et donc forcément, on essaye d'éviter des techniques hyper compliquées, hyper anguleuses, mais j'aime bien les travailler. Donc, chez moi, je les travaille pour la culture et parce que j'ai envie. Je me dis, tiens, mais il y a des techniques qui sont réputées très compliquées, comme le rising de Ray Cosby ou le clip shift, c'est des techniques qui sont réputées compliquées. Et ça, je ne les ai jamais travaillées, par exemple. Et pour te répondre, parce que j'aime pas. Je n'aime pas le rising de Ray Cosby, je n'aime pas le clip shift, donc je ne les ai jamais travaillées. Je me rappelle qu'on avait eu cette discussion à l'époque. On avait parlé à l'époque du clip shift. On avait également parlé de l'antifaro. Et tu m'avais donné cette réponse qui était, si je dis pas de bêtises, hein, que toi, ça t'emmerdait un petit peu aussi parce qu'en même temps, c'était des techniques dures, mais qui en même temps étaient plutôt connues des magiciens et que tu préférais te diriger vers des choses un petit peu plus underground. Eh bien oui, parce que, en fait, j'avais une philosophie dans la vie de tous les jours. C'est comme quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui a influencé quoi, mais je n'ai pas une culture générale qui est très importante. C'est-à-dire que je suis très nul en histoire et en géographie. Par contre, j'ai des points de culture qui sont des niches, on va dire. J'ai des choses que je lis sur des sujets, des trucs, des fois, on me dit, mais comment tu sais ça? Donc les gens ont cette sensation des fois que je suis cultivé. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de cultivé parce que je suis, mais alors, une bille vraiment dans des trucs généraux. Et donc, en magie, en fait, ça s'explique assez simplement parce que dans ma tête, la réflexion est la suivante. Je suis persuadé qu'on n'a pas une mémoire étirable à l'infini, ou alors il faut la travailler, donc faire des exercices. Et donc, j'essaye de ne pas trop encombrer ma mémoire de choses que tout le monde connaît. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt d'aller apprendre un truc alors que je peux le demander au premier passant venu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que connaître la capitale de je ne sais pas quel pays, j'ai envie de la savoir, bon, au pire, tu me la Google, mais je veux dire que tu peux l'amener dans une conversation, il y a de fortes chances que quelqu'un ait la réponse. D'accord. Donc, c'est vrai qu'en magie, j'ai un peu de mal. Je trouve que c'est important d'apprendre quand même des choses générales. Attention, en culture, c'est pareil, des choses quand même très générales à savoir, les bases, par exemple. Mais quand on est entre groupes de magiciens, on est entre nous à une table, et bien oui, j'aime bien apporter des choses qui ne sont pas très connues. J'aime beaucoup le partage entre magiciens. Je trouve qu'on ne partage pas assez en France, contrairement en Espagne. Mais j'aime bien apporter des choses que personne ne connaît. À une époque, l'antifaro de Christian Engblom, que tu parlais,
était hyper connu, c'était à la mode. Donc, tu arrivais dans des sessions entre magiciens et tout le monde était en train de s'entraîner à faire un petit pharaon. Bon, bah, c'est sympathique, mais bon, tout le monde le connaît, quoi. Et là, tu montres une technique que personne ne connaît, tu montres, ah, oui, bon, comment tu fais, d'où ça vient, qui c'est que c'est ça. Tu montres une application avec cette technique, et du coup, tu ouvres une discussion qui est un petit peu différente, tu apportes quelque chose de nouveau, et indirectement, du coup, moi, j'apprends aussi des choses, puisque je ne connais pas ces choses, entre guillemets, que tout le monde devrait connaître. Et du coup, bah, c'est du donnant-donnant, finalement. Bah, j'apprends, j'aime bien m'amuser à fouiner des techniques, des trucs, en effet, mais à côté, bon, bah, je délaisse forcément autre chose. Et ce truc que je délaisse, eh ben, je l'apprends de manière générale avec des gens qui se sont amusés à l'apprendre, à juste titre, parce qu'ils en avaient envie. Donc, j'ai un peu la même philosophie dans la vie de tous les jours, finalement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, C'est non, compliqué. tu te fais bien comprendre et je vais faire un embranchement sur quelque chose qui est peut-être important, mais peut-être que tu le fais aussi pour le kiff et c'est très certainement la réponse que tu le fais pour le kiff. Mais il y a donc le partage avec les magiciens. Il y a aussi le partage avec les gens qui ne sont pas nécessairement, ou quoique en fait, parce que quand même, si on est franc, tes DVD, ton bouquin, je ne l'ai pas eu en main, mais tes DVD, ça ne s'adresse quand même pas à Timothée, 13 ans, qui a commencé la magie il y a 2 mois, quoi. Hein. Il faut quelques balles. Ouais, et puis on s'y attarde. Je veux dire, on est quand même sur un moment où on ne s'attarde pas dans tes DVD sur les choses de base. On se dit, bon, bah, tu regardes ça, tu connais, et puis voilà, on avance, et voilà. C'est donc le partage entre magiciens, mais surtout l'aspect transmission dont j'ai envie de parler avec toi, qui est peut-être important pour toi. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Tu as parlé de l'éducation nationale tout à l'heure et de la manière d'apprendre. Est-ce que c'est ta manière de dire, bon, bah, je ne vais pas faire comme l'éducation nationale et ça me semble important parce que tu as un message à véhiculer? Raconte-moi. J'ai toujours aimé la pédagogie. J'aime bien la pédagogie. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis capable d'apprendre quelque chose à quelqu'un, mais j'aime beaucoup essayer, en tout cas. J'aime bien ça. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de débats en magie sur est-ce qu'il faut, quand un spectateur vient te voir à la fin d'un tour, il te dit, mais où c'est que vous avez appris ça? Je sais qu'il y a un grand débat dans la magie, il y a plusieurs maisons, il y a ceux qui disent bah, rien, ils disent rien parce que c'est une passion un peu occulte, mystique. Et puis, il y a ceux qui disent la vérité, comme moi. Évidemment, je ne montre pas le tour en direct. Par contre, si la personne est motivée, je lui dis, bah, ça s'apprend. Il existe des professeurs, il existe des DVD, des bouquins, ça peut s'apprendre. Je lui donne une ou deux références qui, moi, me semblent judicieuses. Et puis derrière, s'il veut travailler, il travaillera. Je trouve que c'est quand même carrément mieux de guider la personne vers un chemin qui peut l'amener à devenir un grand magicien de manière plus facile, une nuance sur une manière plus facile, plutôt que de ne rien lui dire et le laisser galérer et de tomber sur des vidéos ou des tutoriels sur Internet qui sont mal expliqués, qui vont lui donner des tics de magiciens très mauvais, des mauvaises pistes et tout, et l'amener vers un niveau de magie honorable plus difficilement. Je ne dis pas qu'Internet ne permet pas de devenir un bon magicien du coup, parce que c'est tout à fait possible. Grâce à YouTube, on peut apprendre beaucoup de choses avec beaucoup de volonté. Mais je trouve que les chemins sont parsemés d'encombre beaucoup plus facilement. Enfin, on arrive sur des choses des fois aberrantes et on rencontre des magiciens qui ont appris ça et tu leur dis, mais si tu faisais ça comme ça serait peut-être pas mieux, non? Puis ils te font, ah ouais, c'est carrément mieux. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est mieux, mais et parce qu'il faut faire la démarche de te poser la question, d'aller vers les bonnes personnes, les bonnes sources. Donc je trouve dommage de faire de la magie, surtout aujourd'hui. Je peux le comprendre il y a un siècle encore, à la limite, mais aujourd'hui, c'est un peu dommage de faire ça, de faire cette passion quelque chose de complètement opaque, parce qu'avec Internet, c'est pas compliqué de trouver des choses, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut vite tomber sur de la merde. Voilà. Donc, je préfère guider tout de suite les personnes vers oui, il existe des profs, oui, il existe des clubs, oui, il existe des bouquins, oui, il existe des bases. Renseignez-vous correctement, n'allez pas sur YouTube, tapez tour de magie de cartes. Enfin, si vous pouvez, mais c'est pas comme ça que vous allez devenir magicien. Enfin, pas que ça, quoi. Et alors, peut-être que c'est un faux débat pour toi, mais est-ce qu'il y a un moment donné où à quel moment est-ce que tu t'es senti légitime, si tu t'es senti légitime, à aller donner des conférences,
à peut-être à écrire un livre et à le partager au monde, à truc. Est-ce qu'il y a eu une question de légitimité qui s'est posée à un moment donné? Tu t'es dit, bon, bah, moi, je suis Méven Dumontier, peut-être que tout le monde s'en fout. Voilà. À quel moment tu t'es dit, bah, je vais le faire et je me lance là-dedans? Encore une fois, aujourd'hui, si je n'étais pas devant la caméra là, avec toi, je pense pas que ça m'aurait dérangé. J'ai jamais cherché à devenir la personne que je suis devenue aujourd'hui, même si je suis pas quelqu'un d'important dans la magie, mais j'ai jamais cherché à être quelqu'un d'important ou ni un professeur, ni rien. J'ai toujours fait les choses avec amour. Et il est vrai que j'ai cette particularité de faire, alors, certains trouveraient ça pas bien, d'autres bien, c'est encore un autre débat, mais en public, je fais 95% de mes tours à moi. Je ne fais pas beaucoup de tours des autres. Et ce n'est pas de la prétention, c'est que j'aime bien créer, je crée beaucoup de choses et j'ai envie de les tester, j'ai envie de les modifier, de les roder, d'en faire quelque chose de joli, un petit rubis à moi, pour mon plaisir, c'est mon tour, je suis content, je peux le faire partout. Et donc, je suis de cette génération Internet. Donc, quand j'ai créé un tour, à une époque, surtout, je le mettais sur des forums, je le mettais sur des vidéos YouTube, Dailymotion. J'avais une chaîne Dailymotion à une époque. Et puis, bah, les gens trouvaient ça bien, d'autres trouvaient ça nul. Bon, chacun son truc. Et donc, au fur et à mesure, on m'a dit, mais pourquoi tu n'expliques pas? Pourquoi tu ne nous montrerais pas comment tu fais? Comment tu en es arrivé à ce tour-là? Comment tu as réfléchi? Pourquoi cette mise en scène? Je me suis dit, bah, vas-y, j'explique, et puis ça a plu, et puis au fur et à mesure ça plaît, et puis bon, voilà, je continue à partager. Dans le DVD, enfin, le triple DVD que j'ai fait avec Philippe Molina et Chris Carroll, j'ai mis que du Méven, entre guillemets, et je me suis fait plaisir. Maintenant, ça plaît ou ça plaît pas, peu importe, voilà. Mais je me sens pas encore spécialement légitime, c'est juste que je ne me suis jamais fait de démarche pour aller vers des clubs de magie, pour faire des conférences. On m'a toujours demandé de venir faire une conférence. Je n'ai jamais dit, tiens, est-ce que je peux venir chez vous faire une conférence? Toujours, et je ne le fais pas encore parce que je n'ai pas envie d'aller démarcher. Les gens veulent me voir, ben je viens volontiers. Les gens ne veulent pas, ben, c'est pas grave. Moi, je continue ma vie, je continue à créer, à tester, je fais ma vie. Je ne cherche pas à devenir quelqu'un d'important. Je trouve que c'est pas ma philosophie de vie. En tout cas. Les Donc, je amis, sais pas. je me permets, parce que Méven est un ami, je me permets de vous montrer rapidement son coffret DVD, alors là tu le verras peut-être très bien, qui s'appelle Réveillé, qui est un coffret triple DVD. Il n'y en a que deux à l'intérieur, parce qu'il y en a une qui est encore dans mon lecteur DVD, qui est très très bien. Méven est vraiment bon en fait, parce qu'il a une gueule de humble, et puis il est humble, mais en vrai, il y a pas mal de Mais mecs. ce coffret DVD, c'est une grosse merde. L'achetez pas. Non, je rigole. Non, c'est vrai, vous avez raison, l'achetez pas. Et alors, ce qu'il faut bien se dire avec toi, c'est que ces conférences. Enfin, allez, soyons honnêtes, Méven, ça fait des années qu'on essaie de se capter, toi et moi. Oui, c'est vrai. Ça fait des années qu'on se dit, bon, bah, ce serait bien qu'on se voit, ce serait bien Et qu'on. je suis venu chez toi en plus 2 fois. T'es venu chez moi, comment ça, t'es venu chez moi 2 fois? Enfin, chez toi, dans la région, quoi. Nancy, 2 fois, et je l'ai vu. Ouais. Et il faut que ça se fasse un jour. J'ai cette sensation, même si tu as partagé pas mal sur YouTube quand même, et sur Instagram un petit peu aussi, l'air de rien, tu as fait pas mal de ça. Euh, Qu'est-ce que tu privilégies? J'entends par là que j'ai la sensation que toi, ce que tu aimes, c'est le contact humain quand tu fais de la magie. C'est d'être, justement, tu l'as dit toi-même, de te poser dans un bar, ou dans un salon de thé, de te poser avec tes cartes, de faire de la magie, et puis voilà, ça part comme ça, et c'est là. Et en même temps, on est dans une ère de réseaux sociaux, et on est dans une ère de DVD, on est dans une ère voilà, de toutes ces choses-là. Comment est-ce que toi, tu trouves ton compte dans le YouTube, dans tes DVD? Comment est-ce que tu fais pour privilégier ta magie d'humain à humain? Euh, comment j'utilise YouTube, tout ça et tout, Instagram? Déjà, tu l'as dit, hein, c'est une nouvelle méthode de communication et tout. Moi, je suis peut-être arrivé un peu tôt, on va dire, dans le sens où bah, c'était il y a 10 ans, j'ai fait ma chaîne, puis aujourd'hui, bah, elle est beaucoup moins active, alors que c'est aujourd'hui qu'il faudrait qu'elle soit très active, j'ai envie de dire. Mais je m'en sers, déjà, je remercie tous ceux qui me suivent depuis ces années-là, parce que la plupart, c'est des gens formidables avec qui je discute beaucoup, à qui je réponds. Tu disais que je suis quelqu'un d'humain, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je suis quelqu'un qui aime bien discuter avec des gens, j'adore rencontrer les gens, voir ce qu'ils ont à dire. Et j'ai jamais refusé un contact avec quelqu'un qui me posait une question, j'ai toujours essayé de donner
par message ou par vidéo à quelqu'un qui venait me poser une question. Donc, je remercie tous ceux qui me suivent, mais j'essaie de me servir de YouTube comme un outil pour tester des choses. Alors, ça m'arrive de mettre des tours qui sont bien rodés sur YouTube pour le plaisir de partager avec un magicien qui aurait peut-être envie de le décortiquer et de le refaire de son côté. Mais il m'arrive aussi très régulièrement de tester des tours que je n'ai jamais fait en public. Et juste parce que il arrive régulièrement qu'on vienne après me faire un message, me dire ah, j'ai pas mal de retour, mais ça serait bien que tu fasses ça, ça, ça. Et en fait, c'est une manière de travailler à distance ensemble, de récupérer des idées, de trouver des choses, des chemins auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, c'est plutôt comme ça que j'essaie d'utiliser YouTube plus aujourd'hui en tout cas. J'ai pas mis de vidéo depuis un bout de temps parce que j'essaie de me renouveler en fait mes sets. Là, j'essaie de créer un certain nombre de tours là, depuis 2-3 mois pour me refaire un enchaînement de 3 tours plusieurs fois. Un set, pour moi, c'est un enchaînement de 3 tours. J'essaie de renouveler mes sets. Et donc, je vais peut-être après les mettre sur YouTube justement pour de nouveau les partager, raser d'autres tours, les roter. Et puis parce que c'est une manière de rester en contact avec les gens qui suivent et qui apprécient ce que tu fais aussi. Tu me dis, on ne s'est jamais vu et pourtant, ça fait 10 ans qu'on discute ensemble. Quoi. C'est fou de se dire ça, putain. C'est dingue de se dire ça. Bon. C'est vrai, en plus, ça fait vraiment. Moi, je te suis. On parlait du Dramagis tout à l'heure, rapidement entre nous, mais je te connais depuis cette époque-là. Et puis, voilà, on discute depuis cette époque. J'ai suivi tes passages à la télévision, de ce que tu fais sur ta chaîne, c'est formidable aussi. Voilà. C'est parti, c'est un lien. Et puis, je sais quand on va se rencontrer, je sais qu'on va passer un week-end formidable avec un tapis de 3 packs de bière, et puis ce sera parti. Quoi. Ouais, ce sera génial et ce sera avec beaucoup de joie. Pour terminer cette interview, parce que mon ami, on est déjà presque au bout. Hein. Oui. Déjà relancé ma caméra une fois, tu vois. Donc, je termine cette interview en posant des questions plus courtes qui amènent des réponses plus courtes également. Ok. Quel livre tu recommandes pour commencer la magie? La technique moderne aux cartes de Jean-Hugues Garibon. Excellent bouquin. C'est pour commencer, mais ça vous suivra toute la vie. Un excellent bouquin, il y a de tout dedans. Facile, pas facile, des tours, des routines. Allez-y, foncez. Assez égoïstement, je viens de m'acheter Revolutionary Card Technique. Qu'est-ce que je dois acheter après ça? Si tu n'as pas la technique moderne aux cartes de Jean-Hugues Garibon, fonce. Non, j'ai envie de dire, ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches quelque chose de plus technique, de plus psychologique, de plus automatique, ça va vraiment dépendre de quoi tu cherches. Je sais pas. Bon, où est-ce que je voulais en venir? Là, une personne qui te met sur le cul en ce moment, magiquement parlant. En ce moment, magiquement parlant, moi, je suis toujours sur le cul j'adore Elder Guimarães, mais c'est pas nouveau, c'est pas en ce moment, c'est pas un nouveau. J'ai beau regarder en boucle son passage à tête là, sur YouTube, je suis toujours sur le cul, je l'ai re-regardé dans la semaine. Non, mais en ce moment, là, comme ça, là, c'est compliqué. Là. Je fais plus de cuisine ce temps-ci que magie. Tu peux dire moi si tu veux, c'est pas un souci. Qu'est-ce que. C'était hyper spontané, ça, j'ai adoré ta réponse. Vraiment, tu pourras faire un coupage. C'est ce que je vais faire. Et puis à la fin, je vais mettre. Non, ça s'est vraiment passé comme ça. Et puis je vais... On est à l'ère des DVD, c'est peut-être plus simple pour certaines personnes de regarder des DVD. C'est quoi hein, le dernier DVD ou téléchargement où tu t'es vraiment dit ah là putain là pour le coup c'est vraiment vraiment bien quoi. Mais on m'a passé les DVD de Denis Baird. Denis Baird, je pense que vous connaissez, le magicien allemand, qui est excellent, et il fait un spectacle. Il fait des spectacles de salon, et ces DVD sont fantastiques, c'est excellent. Le travail de Denis Baird, foncez, c'est excellent aussi. Vous allez prendre des claques à chaque vidéo. Bon, moi, ça a le mérite d'être clair. Et pour que cette série d'interviews puisse continuer, de manière générale, je demande est-ce que tu serais prêt à me mettre en contact avec quelqu'un pour qu'on puisse continuer à faire ça, à faire cette petite série d'interviews qui plaît aux gens. Je sais que ça vous plaît. Et moi aussi, ça me plaît de le faire, surtout quand je peux vous présenter des amis à moi. C'est cool. Eh ben, je suis tout à fait prêt à te recommander à qui tu veux. À qui je veux? Oui, dans la limite où je le connais, évidemment. Bon, alors j'aimerais beaucoup que tu me présentes à David Copperfield, s'il te plaît. Là, actuellement, au niveau horaire, donc là, il fait nuit chez eux, je l'appelle dans la soirée.
Bah, super, très bien. Je sais que tu as son numéro, donc ça va être super bien. Euh, Dans ce format, vous le savez, nous ne faisons pas de cartes, on parle de la magie. Et j'aime amener des gens qui aiment la magie euh, de toute façon à la même échelle que moi, si ce n'est plus et de manière générale depuis plus longtemps et qui ont des propos à défendre. Je sais que j'ai reçu des messages et pas que de Serge Argulot que on salue ici. Salut, Serge. J'ai pas reçu que des messages de Serge en disant d'Ivoire, c'est quand que tu interviews Méven ce serait bien que tu le fasses, les amis. Méven était là. Je suis très, très, très heureux de t'avoir eu sur ce format parce que c'est comme d'habitude, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle, ben, tu es très toi, tu es très humble, tu es très bienveillant. Et c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ta vision de tout ça. Et j'espère que tu as pris plaisir à échanger avec les gens qui ont pu regarder cette interview, même si on s'en rend compte, 1 heure, ça passe vite, en fait, quand on est dedans, hein. Reste vite, hein. Si tu as un dernier mot, un dernier truc à dire, peut-être ou pas, on force personne ici, ben, tu peux le faire, sinon je vais mettre fin à cette interview, là, incessamment sous peu. Eh bien, je vais dire 2 choses. Faites-vous plaisir et allez voir les vidéos sur la chaîne de Quentin. Parce que ça vaut le coup, c'est un très bon intervieweur et un très bon magicien aussi. Ça me fait extrêmement plaisir venant de mes veines. Les amis, je ne saurais vous recommander plus que ce qu'a déjà dit mes veines, c'est-à-dire abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui sort par semaine. J'essaie de me donner du mal pour rendre service à l'art magique de manière générale, à vous amener des gens qui sont intéressants, à essayer de vulgariser pour peut-être les personnes qui auraient envie de commencer et qui ne sauraient pas vraiment par où le faire. Tous les gens en général avec qui je fais des interviews donnent peut-être des cours, font peut-être des choses comme ça. Je sais que Méven, au moment de la sortie de cette vidéo, je lui demande là en live, mais je sais que ça ne posera pas de problème, qu'il ira jeter un œil dans les commentaires et potentiellement répondre aux interrogations que vous allez pouvoir avoir suite à cette interview. Dans le pire des cas, je peux vous le confirmer, Méven répond aux messages quand on lui envoie, donc n'hésitez pas, allez le bombarder au 06, allez le bombarder sur Facebook, enfin, allez lui poser les questions, il est très bienveillant. Donc, abonne-toi à cette chaîne YouTube, commente cette vidéo, partage-la et aime aussi cette vidéo. C'est important pour le référencement, pour que cette chaîne YouTube puisse grandir et continuer à grandir. On ne va pas se le cacher. L'algorithme n'est pas nécessairement en notre faveur. C'est pour ça que c'est important de vous le rappeler. Vous pouvez aussi aller vous abonner à l'Instagram et à la page YouTube de Méven. Tout est évidemment dans la description. À ma page Instagram, à moi aussi. Pour ma part, je veux vraiment te remercier, Méven, encore une fois. Tu sais tout l'amour que j'ai pour ton travail et pour la personne que tu es, que j'affectionne sincèrement vraiment beaucoup. Merci. Pour nous, les amis, vous le savez, c'est pas terminé. On se dit à la semaine prochaine. Méven, à très vite autour de ce verre qu'on s'est promis. Kenavo, hein? Kenavo. Allez, on fait pas le 7 ciao, on fait Kenavo. Allez, Kenavo à tous.